la semaine prochaine, c'est possible? Oui, très bien. Très bien. Vous allez me suivre. Voilà. Tu viens, tu peux demander. Très bien. Au revoir, madame. Au revoir, À bientôt. Merci. Allô, oui? Allô? Oui. Oui, bonjour, Desmoulins à l'appareil. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui, je viens d'examiner un petit garçon, là, Julien. Et je suis un peu perplexe. Oui, je vous écoute. Julien, 18 mois, 9 kilos. Selon sa mère, il est vorace. Selle apparemment grasse et déjà 3 bronchites cet hiver. Donc si je Une résume, toux nous très avons fréquente. un syndrome digestif, une diarrhée chronique, une mauvaise prise de poids mais un appétit conservé, un syndrome respiratoire avec des bronchites à répétition et une toux quasi permanente. Et la maman ne nous a rien dit de la sueur de Julien. La sueur? « 1936, description princeps. 1953, diagnostic par le test de la sueur. 1983, mise en évidence de l'anomalie du transport de l'ion-chlore. 1984, premier diagnostic anténatal. Aujourd'hui, après la localisation en 1986 du gène sur le chromosome 7, la connaissance de la maladie progresse à grands pas. Classiquement, la fréquence est de 1 sur 2000, en réalité plus probablement de 1 sur 3000. Elle touche essentiellement les sujets de race blanche. De toute façon, c'est la plus fréquente des maladies héréditaires graves de l'enfant. Sa transmission est récessive autosomique. 5% de la population est porteuse du gène. 2 parents porteurs courront donc un risque de 25% pour chaque grossesse de donner naissance à un enfant atteint. La médiane de vie était de quelques années en 1936. Elle s'établit aujourd'hui à environ 20 ans pour les patients pris en charge par un centre spécialisé. Mais l'évolution très variable de la maladie rend le pronostic incertain. La présentation clinique est variable d'un sujet à l'autre. Schématiquement, on observe une triade symptomatique. Le syndrome respiratoire règle le pronostic vital. Il débute à un âge variable, mais son évolution se fait toujours vers l'aggravation. Il est peu spécifique, toux et dyspnée. Bronchite asthmatiforme ou infectieuse, marquée surtout par leur caractère récidivant. Les germes responsables des surinfections bronchiques sont le staphylocoque, l'hémophilus et surtout le piocyannique dont le passage à l'état de porteur chronique marque souvent une aggravation de la maladie. Un syndrome digestif dont l'essentiel est une diarrhée chronique de maldigestion, responsable de l'hypotrophie pondérale et staturale, qui contraste d'ailleurs avec un appétit longtemps conservé. Les selles sont grasses et abondantes, du fait essentiellement d'un déficit en lipase pancréatique. Cette maldigestion s'accompagne de carences secondaires, vitamines liposolubles et oligo-éléments. 10% des enfants révèlent leur maladie par un iléus méconial en période néonatale, avec un tableau d'occlusion intestinale. Et enfin, un syndrome sudoral avec une sudation salée et une déshydratation facile. À l'origine de cette sémiologie, 2 mécanismes certainement interdépendants. Des sécrétions externes visqueuses provoquent un phénomène de rétention. Au niveau du pancréas, un déficit d'excrétion intestinale des enzymes, lipase, trypsine. Dans l'intestin fœtal, un méconium épais, cause d'iléus méconial. Et au niveau du poumon surtout, des troubles de ventilation avec infection, aboutissant à la constitution de bronchectasie. Le lavage continuel de l'alvéole par le mucus mobilisé par l'appareil ciliaire est ralenti. Une anomalie du transport du chlore et du sodium à travers l'épithélium respiratoire, entraînant une déshydratation du mucus, pourrait être proche du mécanisme intime de la maladie. Allô, le service de biochimie?
Oui, je voudrais un test de la sueur, s'il vous plaît. Oui, je vous envoie un de mes patients, un petit bonhomme de 18 mois. Trois examens sont utiles. Le test de la sueur. La méthode chimique de référence repose sur la mesure de la concentration en ion chlorure dans la sueur. Après stimulation de la sudation par iontophorèse à la pilocarpine, le dosage du chlore est effectué sur une quantité minimale de 100 mg de sueur. La stéatorée qui reflète la maldigestion lipasique. Normalement inférieure à 3 grammes par 24 heures, elle est ici augmentée, supérieure à 4 ou 5 grammes par 24 heures. La radiographie thoracique qui apprécie l'état pulmonaire, emphysème, bronchectasie, foyer alvéolaire. La surveillance évolutive régulière des malades impose des bilans plus spécialisés, échographie cardiaque et hépatique, exploration fonctionnelle respiratoire. En dehors donc du traitement quotidien ou presque quotidien que vous assumez tous les deux, on retrouve une équipe hospitalière avec laquelle vous êtes en contact. Oui, je crois que cette notion est très importante pour que les familles se sentent soutenues et entourées par quelque chose de cohérent. De ce triptyque que représente le médecin hospitalier, le médecin praticien de ville et le kinésithérapeute, chacun garde sa place, sa spécificité. Chacun a une chose à faire dans cette histoire. Les médecins spécialistes hospitaliers ont à nous apporter la connaissance actuelle et le projet thérapeutique des enfants. Et je dirais que nous avons, avec les kinésithérapeutes, à le mettre en pratique. La chose la plus importante, c'est que de pouvoir envisager régulièrement, non pas dans une fréquence très importante, mais que les gens se connaissent et se rencontrent, car je pense que c'est très important aussi dans le suivi de ces enfants que les gens aient un contact humain entre eux. La kinésithérapie respiratoire joue un rôle essentiel pour fluidifier les sécrétions. On utilise aérosols et vibrations manuelles. Les vibrations manuelles appliquées sur la paroi thoracique ont pour but de faciliter l'élimination des sécrétions en les fragmentant. Différentes techniques permettent de mobiliser les sécrétions. Le drainage postural et les techniques de percussion thoracique ne peuvent agir que sur des volumes importants de sécrétions, donc essentiellement au niveau des gros troncs. Actuellement, la technique de référence est l'accélération du flux expiratoire. Elle est passive chez le nourrisson par compression thoracique au temps expiratoire. Les pleurs de l'enfant facilitent le drainage par une expiration plus active. La toux est provoquée par une pression de la trachée au-dessus de la fourchette sternale, à la fin du temps inspiratoire. Quelle que soit la méthode retenue, cette kinésithérapie doit être régulière. Elle rythme le quotidien de chaque patient. Témoin quotidien, voire pluricotidien au niveau de ses enfants et également au niveau de ses familles. Cela suppose pour moi de savoir suivre l'évolution de ces enfants, tant sur le plan bien évidemment technique pur que sur le plan psychologique, parce qu'ils ont à avoir à franchir des étapes importantes dans leur vie. Et il est vraisemblable que nous serons avec eux pendant un bon moment. Sur l'image A, d'abord. Il essaye de voler avec ses oreilles. Fanny a 8 ans, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un kinésithérapeute qui exerce en face de l'école. Donc en relation avec la directrice, nous avons pensé pour le bien-être de Fanny de faire la kiné à 10 h, de façon que le matin, qu'elle puisse calmement prendre son petit déjeuner.
l'accompagnement de l'enfant lui-même depuis sa plus tendre enfance, c'est-à-dire de savoir peut-être aider ses parents et ses enfants à lui révéler sa maladie très tôt. Et je pense que même si un enfant a 3 mois, il faut lui dire de quoi il s'agit, de quoi va être fait sa vie. C'est pas tout à fait banal de voir un kinésithérapeute 1 fois par jour, 2 fois par jour, voire 3 fois par jour. On n'est pas comme les petits copains de l'école, on n'est pas comme les petits copains de la crèche, on n'est pas comme les petits copains du lycée. L'utilisation des antibiotiques obéit à un certain nombre de principes généraux. Leur choix se fonde sur l'analyse bactériologique qualitative et quantitative de la flore d'expectoration, recueillie au cours d'une séance de kinésithérapie. Ces analyses sont régulièrement contrôlées, au mieux toutes les 6 à 8 semaines, par un laboratoire spécialisé. La prévention des résistances, du fait de la chronicité de la suppuration bronchique, passe par une association d'antibiotiques bactéricides qui diminue le risque d'émergence de mutants résistants. De fortes posologies sont en règle générale nécessaires du fait d'une pharmacocinétique caractérisée ici par un raccourcissement de la demi-vie d'élimination. La plupart des infections respiratoires à staphylocoque doré ou Haemophilus influenzae répondent à une antibiothérapie prolongée par voie orale. Le caractère mucoïde du piocianique, avec constitution en périphérie des colonies d'une matrice exopolysaccharidique, augmente l'adhésion des bactéries et gêne la pénétration des antibiotiques. Ce caractère mucoïde est pratiquement spécifique de l'affection. Les progrès réalisés en matière d'antibiothérapie antipiocianique prennent une très large part dans l'amélioration du pronostic. Les antibiotiques antipiocianiques appartiennent essentiellement à 2 familles, les bêta-lactamines et les aminosides. Ils ne sont administrables que par voie parentérale en cure de 15 jours au minimum. Parmi les bêta-lactamines, il paraît raisonnable de privilégier en première intention les pénicillines pour éviter l'émergence de mutants polyrésistants. Les céphalosporines de 3e génération sont les plus actives, mais peuvent aboutir à la sélection de souches multirésistantes. On utilise depuis peu l'imipenem, active sur un certain nombre de piocianiques résistants à la ceftazidime. Les aminosides ont un effet synergique avec les bêta-lactamines et peuvent prévenir des résistances. La tobramycine semble le plus actif. Les dosages sériques des aminosides sont indispensables du fait des fortes posologies utilisées. Les nouvelles fluoroquinolones suscitent un certain espoir, car leur activité antipiocianique est compatible avec une administration orale. L'utilisation d'aérosols antibiotiques après les séances de drainage bronchique paraît un bon complément des cures intraveineuses. Les aérosols à ultrasons nébulisent des gouttelettes d'un diamètre inférieur à 5 microns, qui assurent le transport de molécules antibiotiques et une meilleure hydratation endobronchique. Grâce à un choix antibiotique optimisé, les cures améliorent de façon immédiate et indéniable l'état clinique des patients. Ce bénéfice reste détectable pendant 1 à 3 mois. Pourtant, les taux d'éradication du piocianique sont encore insuffisants, 30 à 40% dans le meilleur des cas, et le germe réapparaît presque inéluctablement au bout de quelques semaines ou mois. On propose donc des cures trimestrielles dès lors que l'infection apiocianique est chronique. Leur indication repose sur des critères bactériologiques et non plus sur la seule exacerbation des signes respiratoires. Les bronchodilatateurs doivent être utilisés chaque fois qu'il existe un bronchospasme réversible aux explorations fonctionnelles respiratoires. Les vaccinations sont effectuées selon le calendrier habituel. On associe souvent le vaccin antigrippal au début de l'hiver. Toute aérocontamination allergénique ou toxique doit être évitée. Il faut aussi que les médecins et les kinésithérapeutes permettent à ces familles de rester, malgré la maladie, dans un projet d'enfant et dans un projet de vie avec cet enfant. Bien sûr, dans un premier temps, au moment de la révélation, il y a une sorte de sidération de cette vie pendant un temps plus ou moins long, mais il faut que l'entourage médical, en offrant des perspectives, en accompagnant au quotidien, permette à ces familles de redonner une dynamique à cette vie
Et pour cela, il y a une fonction d'éducation qui doit tout à fait exister comme pour tout autre enfant. Et il ne faut pas avoir d'attitude et être complice, une attitude protectrice en tant que pouvoir médical vis-à-vis en particulier des crèches, des écoles ou d'autres institutions. Pour minimiser le retentissement psychologique des cures antibiotiques, on peut recourir dès que possible à l'hospitalisation à domicile. La mise en place d'un cathéter central à chambre sous-cutanée peut aussi améliorer le confort des patients plus âgés. Je te dis quand je plie comme ça, tu respires à fond. Vas-y. Ça me permet de continuer à aller à l'école, de rester chez moi, de ne pas changer trop de décor et de ne pas aller à l'hôpital trop souvent, quoi. Donc tu es suivi par un médecin de l'hôpital. Tu as un contact facile avec lui? Oui, assez facile. On s'entend assez bien. Disons qu'on a de bonnes relations, mais disons, il n'est pas toujours très accessible, quoi. Je trouve que l'hospitalisation à domicile, c'est une solution qui est peut-être formidable pour les enfants. Je crois qu'il faut que les médecins ils se rendent bien compte que c'est très lourd quand même pour les familles. Ça, je ne sais pas très bien s'ils s'en rendent bien compte. Et qu'ils nous écoutent. Aller parmi nous, c'est la joie. Il faut encourager ces familles à pratiquer et à faire pratiquer à leurs enfants les sports dont ils ont envie et qu'ils aiment. La réponse thérapeutique à l'insuffisance pancréatique exocrine a beaucoup évolué. Un régime hypercalorique normolipidique, respectant les équilibres naturels entre graisses saturées et insaturées, s'est substitué à la classique restriction en graisse à chaîne longue. Ceci a été rendu possible grâce à la mise au point d'extraits pancréatiques en microsphère gastroprotégée, hautement concentrés en lipase. L'augmentation des apports lipidiques et donc énergétiques améliore sensiblement l'état nutritionnel des patients. En outre, l'élargissement du régime répond mieux aux exigences d'insertion sociale des adolescents et des adultes. Cette évolution diététique ne dispense pas d'une supplémentation en vitamines liposolubles. Du fait des déperditions sudorales, une supplémentation en chlorure de sodium est nécessaire en cas de forte chaleur. Le fait d'être praticien auprès de ces enfants donne pour les praticiens un sens à leur vie professionnelle, car il n'est pas quand même si fréquent d'avoir à suivre dans la longévité des enfants porteurs de maladies chroniques, et je pense que ça peut donner pour les praticiens de ville aussi une certaine ouverture médicale de s'investir dans le suivi de ces enfants. Le traitement des patients adultes soulève lui aussi des problèmes spécifiques. La kinésithérapie s'oriente vers les techniques d'autodrainage. En cas d'insuffisance respiratoire chronique évoluée, l'analyse des gaz du sang peut conduire à une oxygénothérapie nocturne, surtout s'il existe une hypertension artérielle pulmonaire débutante. La diminution de la fertilité féminine est cependant compatible avec le déroulement normal d'une grossesse. Celle-ci doit être déconseillée en cas d'insuffisance respiratoire du fait du risque d'aggravation qu'elle peut entraîner. La stérilité masculine par azoospermie est constante et soulève de nouveaux problèmes psychologiques. Aujourd'hui, malgré les progrès du traitement symptomatique, la mucoviscidose reste une maladie grave. Les avancées de la recherche ont d'ores et déjà abouti à la possibilité d'un diagnostic anténatal et d'un dépistage néonatal. Le dépistage néonatal est effectué par mesure de la trypsine sérique immunoréactive. Ce test est en cours d'évaluation. Le diagnostic anténatal ne concerne encore que les couples à risque. Il se fonde soit sur le dosage des enzymes intestinales dans le liquide amniotique à la 18e semaine d'aménorrhée, ou mieux, sur les techniques de biologie moléculaire sur prélèvement de villosité choriale à la 10e semaine. Cette technique nécessite une étude familiale préalable. Et qu'est-ce qu'on t'a fait, Christelle? On m'a changé cœur-poumon
Parce que j'arrivais à pas bien respirer. Pour les patients en situation d'insuffisance respiratoire sévère, la greffe pulmonaire peut apparaître comme la chirurgie de l'ultime recours. L'espoir soulevé ne doit pas occulter les difficultés immédiates ni les incertitudes à terme. L'expérience, les progrès techniques, la meilleure acceptation du don d'organes transformeront peut-être l'aventure actuelle en un geste thérapeutique aussi bien codifié que la greffe cardiaque, hépatique ou rénale. La localisation du gène laisse espérer que d'ici quelques années, un nouveau champ d'investigation va s'ouvrir, s'orientant vers une thérapeutique curative et non plus symptomatique. Le pronostic de l'affection devrait s'en trouver bouleversé. Bien des gens respirent sans y penser, mais il y a des enfants, des adolescents et des adultes atteints de mucoviscidose qui ne pensent qu'à respirer. C'est pour eux que la FLM a réalisé ce film. Il va vous montrer le fonctionnement de la respiration et les techniques de kinésithérapie respiratoire en fonction des âges. Puissent ces images vous permettre de mieux comprendre la nécessité de la kiné et la manière de la rendre plus efficace. C'est grâce aux poumons que nous respirons. Lors de l'inspiration, le diaphragme descend, la cage thoracique et l'abdomen se gonflent. À l'expiration, c'est le phénomène inverse. Ces mouvements respiratoires permettent à l'oxygène de passer dans le sang et d'éliminer le gaz carbonique. Pour protéger les alvéoles où se font les échanges, le nez, le poumon sont tapissés de cellules qui sécrètent le mucus et d'autres pourvues de cils qui le véhiculent. Ce tapis roulant fait progresser le mucus vers la trachée pour être par la suite dégluti. Dans la mucoviscidose, le mucus est trop épais, ce qui entraîne une diminution de l'activité ciliaire, un ralentissement du tapis roulant, un immobilisme du mucus, une multiplication des germes, pouvant entraîner une détérioration des poumons. Le souffle, c'est la vie. Et pour les mucos, la kiné respiratoire, c'est aussi la vie. Les nourrissons et les tout-petits la subissent, mais quelques pleurs valent bien des poumons en bon état. Lorsqu'ils grandissent,
La kiné devient une activité naturelle au cours de laquelle ils peuvent même s'amuser. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour Laetitia. Alors tu viens, on y va? Est-ce que vous faites la kinésithérapie, monsieur Laetitia? Oui. Vous la faites tout seul ou est-ce que votre... C'est très important, il faut que vous le fassiez tous les deux. Allez-y, montrez-moi ce que vous faites. Permettez, je rentre la veste. Oui. Allez-y, montrez-moi ce que vous faites. Là, allez-y. Souffle. Là, vas-y ma chérie, souffle. Parfait. C'est bien ce que vous faites, allez-y. Souffle Laetitia, c'est bien. Allez-y, encore. Un peu plus long que ça, voilà, c'est bien. Madame, vous voulez pas montrer ce que vous faites? Voilà, vous la faites aussi, très bien, oui. Allez-y. Allez Laetitia, c'est avec maman maintenant. Voilà. Allez, c'est bien, attention, la main est mal mise. Voilà, allez. Voilà, enroulez bien les côtes. Voilà, très bien. Tous Laetitia. Allez, vas-y. Tous vite. Arrête, tous vite. Allez, encore. Très bien. Parfait. Allô, allô. Oui, bonjour madame. Oui, pour une mucoviscidose. Oui madame. Bien, écoutez, oui, je veux bien vous prendre. Il faudrait venir, oui, mais il ne faut pas qu'elle ait ni mangé, ni bu 3 heures avant la séance de kinésithérapie parce qu'elle risque de vomir après. Bien, écoutez, là je suis un tout petit peu gêné demain parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Mais si vous voulez, je peux vous passer un de mes collègues. Ne quittez pas, madame. Allô, Gérard, j'ai une communication pour toi. Bonjour. C'est avec vous, je crois, que nous sommes au rendez-vous. Bonjour. Comment s'appelle ce petit bonhomme? Paul. Bonjour, Paul. Tu viens avec moi? Allez, viens avec moi. Bien. Vous savez ce que je vais lui faire? Non, pas très bien. Nous avons tous dans les poumons du mucus. Lui, dans son cas, c'est plus épais. Donc il va falloir que je l'aide à expulser ce mucus. Donc il y a des sécrétions dans son nez, il y a des sécrétions dans ses poumons. Il va falloir nettoyer l'un et l'autre. Pour nettoyer son nez, on va utiliser un artifice très simple sur le temps inspiratoire. Quand Paul va inspirer, je vais lui bloquer le maxillaire inférieur et il va tout simplement renifler. Ensuite, les sécrétions nasales vont tomber dans l'arrière-gorge et on va pouvoir les récupérer en utilisant un blocage de la déglutition de cette façon-là. Et le crachat, comme vous pouvez le voir, il va remonter et il va apparaître au bord des lèvres. On va le récupérer. Est-ce que ça va lui faire mal? Non, disons que c'est une situation qui est pénible, mais qui n'est pas du tout douloureuse. Dans un deuxième temps, je vais nettoyer ses bronches. Ses sécrétions étant épaisses, il va falloir l'aider à remonter ses sécrétions et à les expulser. Donc nous allons utiliser un artifice simple, une main abdominale qui va être fixe et une main thoracique qui va être mobile. Cette main thoracique, sur le temps expiratoire, va faciliter cette expiration. Nous aurons là l'accélération du flux expiratoire. De là, nous utiliserons le réflexe de la toux provoquée qui va nous permettre d'expulser les crachats et les voir apparaître au niveau des lèvres. Je trouve qu'il pleure beaucoup, là. Bien sûr, il pleure, mais si vous savez, c'est une sensation qu'il a. Et pour tout vous avouer, le fait qu'il pleure m'aide. Et il m'aide parce qu'il accélère justement son flux expiratoire. Mais vous verrez, et certains enfants, à partir d'un certain âge, ont une participation. Et cette participation est utile. Mais Paul est encore trop petit et il ne peut pas participer. Disons que c'est sa façon à lui de participer en pleurant. Encore. Allez, maintenant longtemps. Encore, Mali. C'est bien, ma chérie. Très bien. Vous savez qu'on a beaucoup de chance. Parce que tous les enfants ne participent pas aussi bien. Vous savez bien, quand ils sont petits, on leur impose une kinésithérapie qu'ils supportent. Alors que maintenant, elle commence à nous aider. Elle coopère. C'est très important parce que dans un deuxième temps, elle va faire toute seule sa kinésithérapie. Sans vous, sans moi. C'est le stade de l'autodrainage. La kinésie, c'est ce qui ponctue la vie du muco depuis sa naissance à l'âge adulte et tous les jours, c'est quotidien. Donc
Forcément, on le vit comme on vit toutes les choses de chaque âge. Quand on est petit, c'est pas simple parce qu'on a du mal à comprendre ce qu'on doit faire. Donc on met plusieurs années avant de comprendre. Et le jour où on comprend, là, on se met à refuser. Donc c'est encore une deuxième étape. Et puis arrive le moment où on l'accepte parce qu'on comprend, ce que c'est, et deux, à quoi ça sert. Quand j'étais tout petit, ça se faisait toujours avec une mise en scène. Ça se passait chez moi avec mes parents. Et il fallait que ce soit collégial, c'était pas quelque chose d'individuel. L'adolescence, bon là, la kiné est devenue quelque chose de très personnel, de très intime, avec quelque chose parfois de déchirant. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui ponctue et c'est une obligation. Et moi, j'ai toujours ressenti comme une obligation, à savoir que, encore maintenant et surtout maintenant, quel que soit mon état, quelle que soit l'heure, quels que soient mes états d'âme ou quoi que ce soit, je fais ma kiné à heure fixe. Sinon, je voulais finir sur une petite anecdote qui m'a fait comprendre ce qu'était la kinésie et qui me l'a fait accepter dès mon plus jeune âge. C'est que quand j'étais soigné à l'époque, au tout début, mon kinésie et mes parents avaient trouvé une astuce pour me présenter la chose. C'est qu'on lui donnait un nom. Et ce nom, il m'est resté. Et pour moi, la kinésie, c'est la fête. Bien des gens respirent sans y penser, mais il y a des enfants, des adolescents et des adultes atteints de mucoviscidose qui ne pensent qu'à respirer. C'est pour eux que la FLM a réalisé ce film. Il va vous montrer le fonctionnement de la respiration et les techniques de kinésithérapie respiratoire en fonction des âges. Puis ces images vous permettent de mieux comprendre la nécessité de la kiné et la manière de la rendre plus efficace. C'est grâce aux poumons que nous respirons. Lors de l'inspiration, le diaphragme descend, la cage thoracique et l'abdomen se gonflent. À l'expiration, c'est le phénomène inverse. Ces mouvements respiratoires permettent à l'oxygène de passer dans le sang et d'éliminer le gaz carbonique. Pour protéger les alvéoles où se font les échanges, le nez, le poumon sont tapissés de cellules qui sécrètent le mucus et d'autres pourvues de cils qui le véhiculent. Ce tapis roulant fait progresser le mucus vers la trachée pour être par la suite dégluti. Dans la mucoviscidose, le mucus est trop épais, ce qui entraîne une diminution de l'activité ciliaire, un ralentissement du tapis roulant, un immobilisme du mucus, une multiplication des germes, pouvant entraîner une détérioration des poumons.
Adolescents et adultes mucos ont intégré la kiné respiratoire dans leur vie. Elle est d'ailleurs souvent complétée par le sport, car tout ce qui permet d'améliorer le souffle est extrêmement positif. Ils la pratiquent seuls, ce qui ne les empêche pas de voir régulièrement un kinésithérapeute professionnel. C'est d'ailleurs le cas en milieu hospitalier, où cette pratique ne doit pas être interrompue. Les grands vous le disent, la kiné est parfois lourde à supporter, mais ses effets sont évidents. Les souris nuvettes, il courait dans les... Je l'attrapais par la queue, je la montais, c'est monsieur me dit. Quand je l'attrapais. Bonjour. 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 Je viens te prendre tout de suite. D'accord. Tu souffles? Tiens, tu te mouches, Philippe? Oui. Tiens, prends. Tu te mouches. Allez, mouche-toi. Bien une narine. Une narine et l'autre. Encore. Ici. Encore. T'es fort. Tu vas au cheval cet après-midi? Ouais. Et les cours? Ouais. Et ça te fait du bien? Ouais. Dans la tête ou dans le poumon? Dans la tête. Et dans le poumon aussi? Ouais. Ouais. Mais pas assez. Ouais. Kiné d'abord. D'accord? Allez. Comment elle s'appelle? Ça s'est bien passé? Ça va? Jean-Philippe est déjà là. Bon, Jean-Philippe, je vais te montrer comment tu peux te drainer tout seul chez toi. Toi, quand tu es un petit peu gêné, comment tu peux faire pour t'aider. Alors, tu prends une serviette, tu la mets derrière toi, en dessous les bras, tu croises, tu prends avec une main un côté, l'autre. D'abord, tu aspires par ton nez, et quand tu souffles, tu tires sur la serviette, d'accord? Vas-y, tout seul, essaye. Tu inspires. Voilà. T'as compris? Bon. Ça pourra t'aider. Tu descends? On va passer l'escalier. Tu viens? Tu viens là? Voilà. Il reste un problème ici et là à droite. On commence à droite tout de suite. Bon, si tu étais plus petit et pas coopérant, on ferait... Mais t'es un peu grand, d'accord? Ouais. Alors, on souffle. Tout en
toujours ton ventre, hein, et tenir ta tête. Alors, tu souffles, après tu souffles là, voilà, c'est bien, parfait, ton ventre est bien serré là, d'accord? Alors ce que tu vas faire en plus, tu vas tirer sur ta tête pour essayer de te grandir en plus. Allez, fais voir ce que tu fais tout seul. Ça va, pas trop dur? Non, ça va. Bon, allez, on commence. Et tu remontes tout petit. Tu commences par ici. Relève-toi. Attention, doucement. Ici, là, 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 là. Doucement. Vas-y. Bon, bah, c'est fini. Tu diras à ton kiné qu'on a fait cet exercice-là, d'accord? Et puis si il y a un problème quelconque, eh ben, il peut m'appeler quand il veut. Il peut me joindre, je suis là toute la journée. D'accord. Et puis bon tennis pour cet après-midi. Merci. D'accord. La kinésie, c'est ce qui ponctue la vie du muco depuis sa naissance à l'âge adulte et tous les jours, c'est quotidien. Donc forcément, on le vit comme on vit toutes les choses de chaque âge. Quand on est petit, c'est pas simple parce qu'on a du mal à comprendre ce qu'on doit faire. Donc on met plusieurs années avant de comprendre. Et le jour où on comprend, là, on se met à refuser. Donc c'est encore une deuxième étape. Et puis arrive le moment où on l'accepte parce qu'on comprend, ce que c'est, et deux, à quoi ça sert. Donc à l'adolescence, là, on commence à refuser parce qu'effectivement, c'est une contrainte et qu'on a les moyens, comme elle ne dépend que de nous, on a les moyens de la refuser. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les parents et c'est un moment à vivre. Je crois qu'il faut, une fois dans sa vie, refuser tout. Et donc la kinésie, elle y passe comme le régime, comme l'autorité de son père ou comme celle de ses professeurs. Et puis un jour, le jour où on a compris à quoi elle sert, le jour où on a compris qu'après une kiné, on est 2 fois plus en forme, on respire mieux, on peut courir et que très souvent, on a une seconde vie, on n'hésite plus à la recommencer. Encore maintenant et surtout maintenant, quel que soit mon état, quelle que soit l'heure, quels que soient mes états d'âme ou quoi que ce soit, je fais ma kiné à heure fixe. Pourquoi à heure fixe? Parce que d'abord pour me contraindre à une discipline, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement la discipline. Donc dans ce domaine, j'ai réussi à m'astreindre. Et ensuite, parce que je crois que sur le plan même des sécrétions, la régularité est importante. On constate quand on a des kinésies qui sont faites n'importe quand, même si elles sont très bonnes, elles entraînent une sécrétion qui, elle, est anarchique. Personnellement, moi, j'ai trouvé quelque chose pour la rendre plus efficace, c'est-à-dire que j'avais constaté que la kinésie, qui est un exercice difficile, dur, oblige à contracter certains muscles et à déformer un peu son thorax et son anatomie pendant un court instant et pour un vif effort. Et constatant que ça ne développait que certains muscles, à savoir les abdominaux, et qu'on avait tendance à se voûter, j'ai voulu en faire quelque chose qui m'apporte, qui me muscle certains autres muscles et de répartir l'effort. Donc maintenant, je fais ma kinésie devant une glace pour être sûr de ne pas me courber, pour être sûr de contracter les bons muscles. Et je la fais debout pour pas m'endormir et pour pas lire pendant, parce que j'ai tout fait pendant les kinésies. Et maintenant, je crois que la meilleure manière de la rendre efficace, c'est de ne faire que ça et d'y penser.